Merci de nous rejoindre au Forum des lecteurs pour une rencontre avec Lilian Thuram qui vient nous présenter son très beau livre « Mes étoiles noires en images ». La rencontre sera diffusée sur la chaîne Corrèze Télévision. Bonjour à vous, merci d'être là. Et bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Vous êtes ancien défenseur de l'équipe de France de football, champion du monde en 1998. Vous avez créé en 2008 la fondation Éducation contre le racisme et vous publiez aujourd'hui avec votre co-auteur, l'historien Pascal Blanchard, Mes étoiles noires en images. Alors c'est un très beau livre où on croise Lucie, Martin Luther King, Aimé Césaire, Billie Holiday, Frantz Fanon, mais aussi des anonymes qui ne devraient pas l'être et à qui vous avez redonné vie. Alors ce livre, il vient de loin, il vient d'une réflexion qui vous est venue très, très tôt. Vous étiez le seul écolier noir de votre classe et vous vous êtes rendu compte que l'école ne vous proposait pas de modèle. Ben oui, effectivement, je dis très souvent, nous sommes le fruit d'un conditionnement. Ça veut dire que nous sommes conditionnés par l'éducation de nos parents, nous sommes conditionnés par les histoires qu'on nous raconte, par les livres qu'on lit. Et je dis très souvent qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est que pour les enfants dits de couleur noire, lorsqu'on traverse l'éducation, eh ben, très rarement on rencontre des modèles qui pourraient nous ressembler. Sachant que nous avons besoin de modèles, pourquoi ? Parce que malheureusement l'histoire a mis en place des hiérarchies selon la couleur de la peau. Et moi je dis par exemple que je suis arrivé à l'âge de 9 ans à Paris et je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Parce qu'en fait on devient noir. Quand j'étais aux Antilles, je m'appelais Lilian, ma mère m'appelait Lico. Et dans cette classe de CM2, on m'a insulté de sale noir. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est noir ? Et quand je suis rentré à la maison, ma maman m'a donné une réponse en me disant, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Et j'ai eu une expérience un peu traumatisante aussi à l'école. C'est la première fois que j'ai entendu parler de l'histoire des populations noires, c'était à travers l'histoire de l'esclavage. Et donc, je me suis dit, mais attends, les Noirs, ils étaient quoi avant ? Et on ne se rend pas compte, et peut-être que les gens devraient... Enfin, les personnes qui nous écoutent, il faut qu'ils puissent réfléchir à savoir la première fois qu'ils ont entendu dans leur cursus scolaire parler des populations noires, peut-être qu'ils vont aussi trouver l'esclavage. Mais quand vous êtes un jeune garçon noir, ça veut dire que l'histoire commence par l'esclavage. Et si vous êtes un petit garçon blanc, ça veut dire que potentiellement, vous étiez maître des esclaves. Et donc l'idée, c'est pour changer l'imaginaire collectif, c'est d'avoir des hommes, des femmes noires qui vont raconter une autre histoire, qui vont nous permettre de réfléchir différemment. Oui, vous dites d'ailleurs, l'histoire nous a enfermés dans nos couleurs, hein, c'est ça. Hein. Le racisme est une construction politique, intellectuelle, économique. Alors comme le dit le paléontologue Yves Koppas, nous sommes tous africains d'origine, nés il y a 3 millions d'années, et cela devrait nous inciter à la fraternité. Exactement, c'est-à-dire que très souvent, je crois qu'on ne se rend pas compte qu'effectivement, que nous utilisons des identités de couleur de peau, mais qui ne sont pas totalement vraies. Par exemple, je raconte souvent l'histoire de mon deuxième fils, Kéfren. Kéfren, à l'époque, il avait 4-5 ans. Nous étions en Italie. Et un jour, je lui dis, dis-moi mon chéri, tu es le seul petit garçon noir de ta classe ? Il me regarde, il me dit, mais papa, je ne suis pas noir. Et moi, je lui dis, mince, il y a un problème, il n'a pas sa couleur, il faut qu'on travaille là-dessus. Je lui dis, ah bon, mais tu es de quelle couleur ? Il me dit, ben papa, je suis marron. Ah, je dis, ah bon ? Et les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur ? Ben, ils sont roses. Et donc, on voit quand même que très souvent, nous utilisons des identités de couleur de peau, mais qui sont fausses. Si je dis à quelqu'un, vous êtes de quelle couleur ? Vous êtes blanc ? La personne va me dire, ben oui. Je lui dis en règle générale, mais vous êtes blanc depuis quand ? Ben, il me dit, ben, depuis la naissance. Et généralement, je prends une feuille, je lui dis, ben, cette feuille, elle est de quelle couleur ? Mais elle est blanche. Mais est-ce que vous avez la même couleur ? Non. Pourquoi vous dites que vous êtes blanc ? Et on finit par me dire, ouais, par habitude. En fait, les identités de couleur de peau que nous utilisons est liée à une histoire de la hiérarchie et de la construction de l'idée qu'il y aurait des races différentes. La race blanche, la race noire, la race rouge, la race jaune, et tout en bas de l'échelle, la race noire. Et donc l'idée, c'est questionner ces identités liées à la couleur de peau pour pouvoir en sortir et pour pouvoir voir qu'effectivement, ce n'est pas anodin d'être dans certaines catégories liées à la couleur de la peau
Et ça nous empêche parfois de construire une société plus égalitaire. Alors ce magnifique livre, moi j'ai adoré Mes étoiles noires en images, qui est un livre d'images avec des textes très intéressants, historiques, etc. Je voudrais qu'on revienne sur la couverture du livre. Qu'est-ce qu'elle dit, cette couverture? Qu'est-ce qu'elle représente? Alors tout d'abord, c'est une photo qui a été prise pendant la marche, la célèbre marche de Martin Luther King, où il fait I have a dream. Pour moi, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en vie, qui sont joyeux. Et je pense que les personnes qui peuvent penser à un monde meilleur, c'est des gens positifs. Et c'est pour cela que je dis que les résistants, c'est les gens qui perçoivent de la lumière où est-ce que, en fait, presque tout est sombre. Et pour moi, c'était très important de montrer ces images-là d'hommes, de femmes qui veulent lutter contre les injustices pour rendre la société meilleure. Et cette image-là doit nous dire, voilà, la vie est dure, c'est compliqué, mais il faut avoir confiance en nous. Il faut avoir confiance que nous pouvons changer les choses et rendre les choses meilleures. Pour vous, le combat doit être joyeux, en fait. Mais vous savez, les gens qui sont dans la résistance, d'accord, qui sont dans la résistance, bien que chacun de nous, nous sommes très souvent dans la résistance, c'est-à-dire affronter la vie déjà, c'est un acte de résistance. Mais il faut être joyeux, parce que sinon, vous êtes persuadé que rien ne peut changer, que tout va mal. Et moi, je reste persuadé qu'il faut affronter la vie positivement en disant « nous pouvons changer les choses, nous devons changer les choses ». Et en règle générale, on oublie toujours de dire que ce n'est pas la grande majorité des gens qui font le changement. C'est toujours une minorité. C'est toujours une minorité de gens qui sont là et qui se disent « on peut faire différemment, on peut faire mieux ». Et donc pour moi, c'était très important de montrer cette joie et cette envie et cette volonté farouche de rendre la société meilleure. La première édition du livre date d'il y a 13 ans. Est-ce que des choses ont changé en 13 ans, à votre avis? Ben écoutez, les choses ont évolué, bien évidemment. Je pense que les discussions sur les identités liées à la couleur de la peau, sur le racisme en règle générale, ont évolué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de discussions autour de la problématique du racisme, du bien vivre ensemble, de qu'est-ce que c'est être blanc, qu'est-ce que c'est être noir, en fait, ont évolué. Il y a 13 ans de cela, ben, ce n'était pas les mêmes débats. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que autant il y a des gens qui veulent plus d'égalité, autant il y a des gens qui ne veulent pas changer la société. Et dans le livre, c'est ce que je montre avec Pascal Blanchard, c'est-à-dire qu'en face, il y a des gens qui veulent plus de liberté, plus d'égalité, mais il y a des gens qui ne veulent pas le changement. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent se dire « nous pouvons vivre ensemble », hommes, femmes, selon la sexualité, selon la couleur de peau, selon les origines, mais il y a des personnes qui sont persuadées qu'on ne peut pas vivre ensemble. Et donc moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a des vrais débats, et je pense que c'est en débattant que les choses avancent. Et donc voilà pourquoi parfois aussi on a tendance à penser qu'il y a une vraie crispation. Et moi, les crispations, je vois ça comme, vous savez, un œuf, pour donner naissance, il faut que ça se brise. Et donc la crispation, c'est tout à fait naturel. Et connaître l'histoire, c'est montrer qu'il y a toujours eu des crispations avant une nouvelle société. On est obligé de passer par là. C'est vrai. Et dans ce livre, il y a l'image de vos deux fils, d'ailleurs, dont vous parlez, Kefren et Marcus. Enfin, il y a une image d'eux qui s'agenouillent, point levé, en hommage à George Floyd. C'est magnifique. Vous leur avez donné le nom de deux personnages très fiers, enfin Marcus Garvey, je crois, et Kefren, le pharaon. Le pharaon. En fait, vous savez, alors, je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais pourquoi d'ailleurs. Depuis que je suis enfant, je me disais que je ferais en sorte d'être un très, 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 très bon papa. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai grandi sans papa. Donc, je sais pourquoi je disais ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'avez pas de père, vous vous imaginez avoir un père idéal. Ou vous vous imaginez à devenir un père idéal. Et pour moi, la transmission, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que nous, adultes,
nous avons une responsabilité. C'est transmettre des choses, des valeurs à nos enfants. Sachant que vous le vouliez ou non, vous transmettez des choses. Que vous le vouliez ou non. Parce que les enfants vous observent. Et donc, il est préférable d'être conscient de cela. Et donc, moi, je dois avouer que j'ai toujours essayé de dire à mes enfants, voilà, vous allez grandir. Il faut savoir que l'égalité, la justice ne se donne pas. Elle se gagne. Et donc, j'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu mes enfants se mettre à genoux pour dénoncer les injustices. Et parfois, vous savez, vous dites des choses à vos enfants et vous ne savez pas ce qu'ils retiennent. Et très souvent, d'ailleurs, quand vous leur parlez, vous avez l'impression que vous les fatiguez. D'accord ? Et donc, quand je les ai vus faire ça, j'ai été très fier parce que c'est important d'éduquer nos enfants à ne pas accepter les inégalités. Et peu importe quelles sont ces inégalités, que ce soit la couleur de peau, encore une fois, le genre, la sexualité, en fait, il faut savoir qu'on peut dire non. Dire non. Et nous devons éduquer nos enfants à savoir dire non. Dans ce livre, justement, il y a des exemples de personnalités connues, moins connues, qui ont su dire non, qui ont su vraiment s'élever de façon extrêmement courageuse. On va en évoquer certains, mais c'est vrai que certains n'ont pas la reconnaissance qui leur... oui, mais ça, je pense que c'est tout à fait compréhensible. Encore une fois, je vous ai dit que chacun de nous ici, nous sommes éduqués à travers un conditionnement. Ça veut dire que nous ne pouvons pas réfléchir à travers des choses que nous ne connaissons pas. Et donc, effectivement, ces personnages, pendant très longtemps, ont été inconnus ou méconnus parce qu'on n'a jamais raconté l'histoire d'un autre point de vue. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de dire attendons un instant, peut-être qu'on peut raconter l'histoire d'un autre point de vue. Par exemple, pour parler d'un autre point de vue, je vais vous montrer une carte. Est-ce que vous voyez cette carte-là? Vous voyez la carte? En fait, il y a un monsieur qui demande de la retourner. Attendez, est-ce que j'ai... Là, ça va mieux? Là, ça va mieux. Et là, tout le monde me dit ça va mieux. En fait, ce qui est très intéressant sur cette carte-là, quand je la montre comme ça, les gens sont persuadés que c'est à l'envers. Et je dis très souvent, est-ce que vous avez déjà vu un ballon de foot? Un ballon de foot, c'est rond, on ne peut pas dire que c'est à l'envers. Mais la carte du monde, c'est exactement la même chose. Et l'idée, c'est que, en fait, quand vous avez l'habitude de voir quelque chose d'un point de vue, il est très difficile de s'imaginer qu'on peut le voir différemment. Les cartes traditionnelles, par exemple, que nous connaissons tous, très souvent, l'Europe est au centre. Donc, il faut se poser la question, pourquoi on a mis l'Europe au centre? Mais sur les cartes traditionnelles que nous connaissons, la majorité des gens ne savent pas que ce n'est pas les vraies proportions selon les continents. L'Europe est agrandie, l'Amérique du Nord est agrandie, l'Amérique du Sud est rétrécie, l'Afrique est tellement rétrécie qu'elle paraît beaucoup plus petite que la Russie. Donc, en fait, c'est une question de point de vue. Et donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut apprendre à regarder le monde d'un autre point de vue pour comprendre la complexité des choses. C'est comme, par exemple, quand je suis dans les écoles avec les enfants, je leur demande « Est-ce que vous connaissez Christophe Colomb ?» Les enfants, ils me disent « Bah oui ». Et je dis « Mais c'est qui Christophe Colomb ?» Ils me disent bah, « C'est celui qui a découvert l'Amérique ». Je dis « Ah bon ?» Bah écoutez les enfants, on va s'imaginer d'être sur le bateau avec Christophe Colomb. Fermez les yeux, nous sommes sur le bateau. On arrive dans les Amériques et je dis aux enfants « Est-ce que vous voyez les gens sur la plage ?» Donc les enfants, ils sont surpris. Et je leur dis, mais les gens sur la plage ne disent pas que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire racontée du point de vue de ceux qui étaient sur la plage? Et donc je pense que nous sommes à un moment historique, effectivement, où on démultiplie les points de vue. Et il y a des personnes qui ont peur de démultiplier le point de vue parce que vous avez l'impression de ne plus savoir où vous êtes. Et moi, je pense que démultiplier les points de vue, c'est enrichir nos histoires, c'est enrichir nos réflexions, c'est nous rendre plus intelligents, plus intelligentes. Et donc voilà pourquoi, effectivement, dans ce livre, on présente des hommes, des femmes qui vont raconter l'histoire d'un autre point de vue et sortir du livre, vous allez percevoir les choses différemment et votre imaginaire sera beaucoup plus riche et donc vous allez comprendre la réalité de la société aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vraiment flagrant. Il y a des grandes figures dans le livre comme Aimé Césaire, Martin Luther King, Frantz Fanon, mais aussi des femmes complètement oubliées, qui pourtant ont fait preuve d'un courage ou d'une créativité incroyable en un temps qui leur était hostile. Il y a par exemple l'étoile noire Anna Zinga, qui était reine du Gondo, du Congo et du Matamba, qui a lutté pour éviter la colonisation de son pays, et ça c'était au XVIIe siècle. En fait, pour moi, c'était très important dans le livre de mettre des hommes et des femmes. Parce qu'effectivement, peut-être aujourd'hui, c'est plus équilibré. Mais moi, lorsque j'ai été à l'école, en fait, il y avait très peu de femmes présentées qui pouvaient être vos étoiles. Et je pense que trop souvent, on ne fait pas le lien entre racisme, sexisme, homophobie, parce qu'en fait, ce sont les mêmes mécanismes de domination. C'est-à-dire que très souvent, on finit par invisibiliser certaines personnes et on finit par faire croire que le monde aurait pu se construire sans les femmes, par exemple, alors que c'est impossible. Et donc, pour moi, c'était très important, avec Pascal Blanchard, de faire en sorte que ces femmes soient présentes. Oui, parce qu'il y a toute une galerie de portraits, une certaine Sojourner Truss, qui est une ancienne esclave, qui va s'émanciper et devenir une militante abolitionniste et du droit de vote des femmes au XIXe siècle. Alors elle est totalement dans votre combat. Elle est la première femme noire qui prend publiquement la parole contre l'esclavage aux États-Unis. Elle est extraordinaire. Les sœurs Nadal, des Martiniquaises qui, entre les deux guerres, ouvrent dans leur maison de Clamart un salon fréquenté par de grands intellectuels noirs. Alors, c'est vrai que c'est des femmes dont on ne parle pas et qui ont été extrêmement influentes. Enfin, oui, par exemple, les sœurs Nardal, vous savez, on parle toujours de la négritude et on va citer Aimé Césaire, Senghor, il y a un troisième Sénégalais, Guyanais, que j'oublie, trou de mémoire, ça va revenir. Oui, et en fait, on oublie de dire que il y avait des femmes. Et ces femmes, en fait, étaient peut-être à l'origine même de ce concept-là de la négritude. Et pourtant, l'histoire n'a pas retenu leur nom. Mais pourquoi ? Parce que c'était des femmes. Et donc, je trouve que rendre hommage à ces femmes, pour moi, c'est une chose essentielle. Et en plus, ce qui est très important, vous savez, je crois que chacun de nous, on oublie à quel point la chose la plus essentielle pour nous, c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes, l'estime de soi. D'accord ? Et lorsque vous êtes une femme, si on ne vous présente pas des femmes qui ont fait des choses extraordinaires, mais ça peut faire en sorte que vous ayez moins confiance en vous. Mais lorsque vous êtes une jeune fille, et très tôt, on vous montre qu'il y a eu des femmes courageuses, des grandes intellectuelles, qui ont inventé des choses, qui ont changé la société, en fait, ça participe en fait aussi à vous dire « moi aussi, je peux ». Et je pense que ça, c'est très important. Oui, c'est vrai. Moi, il y a un portrait qui m'a beaucoup plu. C'est une poétesse qui n'est jamais enseignée dans les manuels de littérature. Elle s'appelle Phyllis Wesley. Et dans l'Amérique du XVIIIe siècle, elle était née en captivité et enlevée pour servir de domestique à Boston. Elle va se découvrir la passion de l'écriture. Elle va devenir poétesse. Mais bien sûr, quand elle a l'audace de vouloir être publiée, elle finit devant un tribunal. Alors tout d'abord, pour moi, ce personnage était essentiel à raconter pour montrer le pouvoir de l'éducation. Parce que très souvent, on dit aux enfants, il faut aller à l'école pour avoir un bon métier. En fait, pour moi, je ne pense pas que c'est ça l'école. L'école, en fait, c'est avoir des armes pour devenir qui on a envie de devenir. Ça veut dire être éduqué pour savoir, en fait, tous les potentiels que vous avez en vous et vous allez choisir à devenir qui vous avez envie de devenir. Et cette jeune fille a été éduquée, on lui a appris à lire et à écrire. D'ailleurs, à un moment donné, il y a le maître qui dit non, mais il ne faut pas lui apprendre à lire et à écrire. Mais pourquoi ? L'éducation, c'est la liberté. L'éducation, c'est la liberté. C'est ça qu'il faut dire aux enfants. Tu veux être libre, sois éduqué à comprendre le monde. Sois éduqué à comprendre qui tu es, qui tu veux être, qui tu ne veux pas être. Qu'est-ce que tu veux comme société ? Et donc, c'est un très bon exemple, effectivement, parce que c'est une grande poétesse. Et à travers ses poèmes, elle a pu aussi raconter ce qu'elle voulait et dénoncer ce qu'elle voulait. Oui, c'est un magnifique personnage. Toutes ces femmes, on les a oubliées. Est-ce que ce ne serait pas bien de les faire rentrer dans les manuels d'histoire ? Écoutez, le but du jeu, c'est questionner la société. C'est-à-dire que lorsque moi, je fais un livre, je pense au petit garçon que j'ai été.
Et donc je me dis, j'aurais aimé avoir ce livre-là parce que j'aurais grandi différemment. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, qu'on puisse avoir, encore une fois, dernièrement, j'étais avec des futurs professeurs et je disais aux futurs professeurs, vous savez, ce qui sera intéressant, c'est que lorsqu'on rentre dans vos classes, en fait, sur les murs, il y ait des hommes, des femmes, des personnes de couleurs différentes, parce que ça change l'imaginaire des enfants. Et ça, c'est très important. Et comme vous dites, le livre est sorti il y a quelques années. Et parfois, je rencontre des gens qui me disent, Monsieur Thuram, vous savez, si j'avais lu votre livre lorsque j'étais enfant, ça aurait changé ma vie. Et je dois avouer que si j'avais eu ces livres-là, eh ben, ça aurait changé ma vie parce que cela aurait pu accélérer certaines choses que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que je pense que la pire des choses dans la vie, c'est de ne pas comprendre. Pour moi, c'est vraiment. C'est pour ça que, d'ailleurs, les enfants, enfin, depuis qu'ils sont tout petits, ils posent des questions. Pourquoi ? Ils posent la question pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de comprendre. Et donc, l'idée, c'est essayer toujours de comprendre. Et certains livres vous permettent de vous comprendre, de comprendre la société dans laquelle vous êtes. Et si vous comprenez la société dans laquelle vous êtes, et si vous vous comprenez, eh ben, vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Donc c'est la fonction de ce livre. Et à côté du livre, vous poursuivez votre travail de déconstruction du racisme avec votre fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme. Quelles sont vos actions au quotidien ? Alors, les actions... Alors, tout d'abord, c'est questionner la société. C'est-à-dire, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ses propres préjugés. Chacun de nous, nous portons en nous des préjugés, que ce soit sur les couleurs de peau, sur le genre, sur la sexualité. Et il ne faut pas avoir honte de ces préjugés parce que c'est lié à l'histoire. Et donc l'idée pour moi, c'est pouvoir dire, est-ce que nous pouvons parler de ces sujets tranquillement, sereinement, pour pouvoir dépasser ces préjugés ensemble. Mais la première chose, c'est déjà se poser la question et être lucide sur soi-même. Parce que très souvent, on a peur de cette lucidité. Et comme c'est une déformation professionnelle, parce que lorsque vous êtes joueur de foot professionnel, il faut être totalement lucide sur soi-même pour pouvoir progresser. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, nous devons inviter, notamment les plus jeunes, à être lucides sur ces sujets pour pouvoir avancer, pour qu'on puisse se soigner. Parce que je pense que nous devons comprendre que tous ces problèmes de hiérarchie selon le genre, selon la sexualité, selon la couleur de la peau, effectivement, c'est de la souffrance pour beaucoup de personnes. Et il n'est pas juste que dans une société, il y ait des gens qui souffrent. Voilà. Bravo pour ce magnifique livre qui, vraiment, j'espère que vous allez vraiment le lire. Il est vraiment formidable, quoi. Formidable. Merci beaucoup, Lilian Thuram. Merci à vous. Si vous voulez, on peut demander des questions au public ou pas? Bah oui. Ça a été très rapide, c'est pour ça. Ils sont surpris. Ils disent, mais déjà, qu'est-ce qui se passe? On va demander s'il y a... Si vous avez des questions... Les garçons, là, ils ont des questions. Je les vois là. Les deux, là. Oui, je les ai vus. Les deux, là. Comment ça, vous n'avez pas de questions? Bravo. J'avais confiance en vous. Est-ce que... Ah, il y a une dame derrière. Bonjour, merci pour votre prestation, c'était très très intéressant. Je voulais savoir si le Festival sur la négritude existe toujours, comme il a débuté en 1987. Je crois qu'en 87 ou 88, c'était à Fort-de-France, avec Aimé Césaire qui était encore vivant. Est-ce que vous y participez? Est-ce que ça existe toujours, ce festival, ce regroupement? Alors écoutez, là, c'est une colle. Excusez-moi alors. Ah, pas du tout. On ne peut pas être au courant de tout. Ouais. Je ne pense pas. Que ça n'existe plus. Je ne sais pas. En tout cas, moi, Ouais. Voilà, je ne pourrais pas vous dire oui ou non parce que je non, aucune idée. D'accord. Est-ce que vous dédicacez votre livre? Ben, écoutez, que pour vous. Oui.
Voilà. Non, je l'ai pas encore acheté, mais je veux l'acheter, mais je sais pas où le trouver. Je viens d'arriver. Sur le stand, en fait, le Non, stand de alors, l'édition. en sortant d'ici, Oui, j'ai rendez-vous dans le stand. C'est le stand, excusez-moi, L12. d'accord, ok. Et donc ce sera avec grand plaisir. Oui, et aussi parce que j'ai deux neveux, un neveu qui a adopté deux enfants qui viennent du Burkina Faso et j'aimerais leur faire un cadeau. Ah ben avec grand plaisir. Pour avoir. Écoutez, et puis oui. je veux une photo avec vous. D'accord, merci. Voilà. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc c'est très bien tout ce que vous dites, c'est super, enfin, oui, c'est l'idéal, quoi. Pardon, oui. Mais quand vous avez dit que votre fils ne se sentait pas, noir, pardon, que votre fils se sentait pas noir, moi j'ai pensé qu'il pensait qu'il se sentait pas blanc, mais qu'il se sentait intégré là où il vivait, quoi, autour des blancs, quoi. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est juste pour dire que ce sont nous, les parents, qui parfois emmenons les enfants à se voir à travers une catégorie. Parce que la catégorie noire, les enfants ne le perçoivent pas. Puisqu'ils sont... Les enfants, si vous voulez, ils connaissent les couleurs de peau. Donc quand je lui dis tu es noir, lui, il voit bien que sa peau n'est pas noire, puisqu'il connaît la couleur noire. Et donc c'est pour ça qu'il me dit non, je ne suis pas noir, je suis marron. Et c'est pour se dire que la catégorie noire est une construction politique, comme la catégorie blanche est une construction politique. Et que nous devons questionner. Et c'est lié effectivement à cette hiérarchie qu'on a mis en place. Mais pourquoi? C'est-à-dire que lorsqu'on construit des catégories, c'est pour parfois légitimer certaines catégories ou en fait pouvoir dire qu'une catégorie est exploitable. Ça veut dire qu'ils ne sont pas comme nous. Ils sont différents à nous, donc on peut faire ce qu'on veut d'eux. Et lorsqu'on parle par exemple de la colonisation, de l'esclavage, en fait, il faut savoir que ce ne sont pas des affrontements entre personnes de couleurs différentes. Ce sont des systèmes économiques. Et tout système économique doit légitimer sa violence en disant « ils ne sont pas comme nous ». Et donc, c'est pour cela que mon fils me rappelait qu'en fait, que lui, il était marron, que les autres étaient roses. Et donc, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, si je demande à des personnes ici, par exemple, vous allez me dire que vous êtes blanc depuis quand? Et l'idée, c'est de dire, mais, ah ouais, effectivement, j'ai pas la peau blanche, mais pourquoi je dis que je suis blanc? En fait, ça vient d'une histoire. Et cette histoire-là, il faut la connaître, il faut la comprendre, parce que nous sommes issus d'un monde, et peut-être qu'effectivement, nous ne comprenons pas ce qui se passe parfois dans la société, mais nous sommes issus d'un monde qui s'est construit sur des hiérarchies selon la couleur de la peau. Vous et moi, nous sommes des hommes. Nous devons prendre conscience que le monde s'est construit sur une hiérarchie selon le genre. Et cette hiérarchie selon le genre nous emmène à ne pas percevoir certaines choses, nous emmène à avoir des attitudes inconscientes qui perpétuent ces hiérarchies, même si nous sommes de bonne volonté. Et donc voilà pourquoi moi je pense que chacun de nous, nous devons avoir le courage de nous questionner sur nos propres préjugés pour qu'on puisse mettre fin à ces hiérarchies. Et sachant que, par exemple, lorsqu'on parle du racisme lié à la couleur de la peau, en fait, le racisme a toujours été un leurre. C'est pour casser les solidarités entre les gens, pour justement que le système économique puisse, en fait, continuer à violenter certaines personnes. Voilà. Oui, de mettre les autres dans des catalogues, toujours les cataloguer. Exactement. Les cataloguer, c'est-à-dire que nous le vivons encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que certains politiques vont construire des discours pour dire qu'il y a nous et il y a eux. Il y a nous, il y a eux. Mais de façon naturelle, si vous intégrez le nous, vous allez défendre le nous. Sachant que ces politiques vont vous dire que le nous est en danger à cause d'eux. Et si vous êtes nous, c'est légitime de passer avant. Parce que ce qui est très intéressant dans le racisme, dans le sexisme, de l'homophobie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont discriminées, mais il y a des personnes qui vont profiter de cette discrimination. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, même s'ils ne sont pas d'accord, ne disent rien. Parce qu'en ne disant rien, en fait, inconsciemment, vous allez tirer des avantages dans le fait de stigmatiser les personnes. Vous et moi, en tant qu'hommes, on tire profit du sexisme, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non.
Donc ça veut dire qu'il faut éduquer les jeunes garçons à réfléchir sur le fait de qu'est-ce que c'est être un homme pour essayer peut-être de changer les choses, d'éduquer les jeunes filles pour qu'ils comprennent qu'effectivement, elles ne sont pas obligées d'adopter les attitudes qu'on voudrait que les femmes adoptent, de soumission. Et je pense que c'est dans l'éducation qu'effectivement, on peut faire évoluer les choses. Parce que si on ne se questionne pas, on reproduit des schémas de pensée sans prendre conscience de cela. Parce que chacun de nous ici, nous sommes éduqués à reproduire des schémas. Et d'ailleurs, lorsque vous ne voulez pas reproduire les schémas, les parents ils disent « Ouais, on a toujours fait comme ça, hein. Tu fais comme ça. Hein. Ouais, mais pourquoi il faut faire comme ça c'est bon, on fait comme ça. » Et par exemple, quand je parle de conditionnement, très souvent, avec les enfants, je leur dis « Attendez, hein, c'est très compliqué de sortir du conditionnement. Ça veut dire avoir une pensée libre, c'est compliqué. » Et je prends l'exemple, par exemple, du conditionnement religieux. Par exemple, la grande majorité des enfants ont la même religion que leurs parents. D'accord ? Mais les parents n'ont pas demandé s'ils étaient d'accord. Hein. Et souvent, je dis aux enfants, OK, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez rentrer ce soir, et quand vous êtes à table avec les parents, vous allez dire aux parents, je veux changer de religion. Et là, les enfants, ils sont en panique, ils disent, oh là là, mais en fait, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important chez nous aussi, c'est le sentiment de trahison. Ça veut dire que si votre famille a toujours fait comme ça, et vous intervenez en voulant faire différemment, vous avez l'impression que vous trahissez quelque part. Et même les parents vont vous dire, oui, mais tu ne fais pas comme on a toujours fait. Tu es en train de nous trahir. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Et dans le racisme, le sexisme, l'homophobie, en fait, ce sont des schémas de pensée que nous devons abolir. Oui, enfin, c'est juste, oui, tout à fait, parce que ça installe des divisions et qui vont à l'encontre de la solidarité. Hein? Mais parce qu'en fait, la solidarité... Alors, imaginons qu'il y a des personnes qui veulent exploiter d'autres. Généralement, ceux qui veulent exploiter sont toujours minoritaires. Toujours minoritaires. D'accord ? Si les autres sont solidaires entre eux, eh ben, ça va être très très compliqué. Donc ça veut dire que si vous voulez exploiter des gens, il faut construire qu'il y a nous et eux. Et en fait, vous ne serez pas exploités. Et d'ailleurs, vous serez mieux traités que ceux qui sont exploités. Et donc, en fait, il faut prendre conscience de cela. Et c'est pour ça que je dis, moi, très souvent, que pour comprendre la société dans laquelle nous vivons, il faut passer par l'histoire. C'est très important. Parce que nous sommes le fruit d'une histoire. En fait, on ne sort pas de nulle part, en fait. Et en fait, il y a des choses culturelles. Et donc, il faut questionner notre culture. Et quand quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas questionner, eh ben, il faut déjà se poser des questions. Bon, merci Lilian Thuram. Je pense qu'on peut l'applaudir et on va clôturer. Ouais, voilà, merci. Merci beaucoup. Attendez, moi j'attendais des questions de... Je vois deux jeunes garçons, là, je me suis dit, il va avoir une question sur le foot, un truc comme ça. Il n'y a pas de question. Il y a une question ? Allez, allez-y. Ah. N'ayez pas peur, les enfants. Les enfants... En fait, il vient de me dire qu'il vous aime bien, et il vous aime bien en tant que joueur de foot, peu importe que vous soyez blanc, noir, jaune ou gris, hein, mais il vous aime bien parce que vous êtes un très bon joueur de foot, et voilà. Merci, jeune homme. En fait, ce qui est très important, vous savez quoi ? Vous allez grandir, n'oubliez jamais, ne jugez jamais quelqu'un à travers sa couleur de peau, sa religion, sa sexualité, ses origines. Jamais. Vous allez le juger parce que vous allez apprendre à le connaître. Ok ? Nous sommes d'accord ? Ok. Merci beaucoup.